L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Aujourd'hui, on a une émission très spéciale pour vous parce que c'est le lancement du Guide de l'auto 2026. On va avoir une formule un petit peu différente, mais on va commencer par des actualités avec Gabriel Gélina à ma droite et Hugues Gonneau à ma gauche. On va également avoir une chronique de voitures anciennes. Mais dans le milieu de l'émission, on a invité Julien Amado, qui est le rédacteur en chef du Guide de l'auto, qui va nous expliquer les dessus-dessous un peu du livre, de la production, de toute la machine qui se trouve derrière cette production-là, parce que nous autres, on peut le dire, les journalistes automobiles, comparativement à eux, on a une job assez simple. On collecte des données, on essaie des véhicules, on écrit des textes, on les remet dans cette machine-là qui, après, il y a tout un processus de production, d'impression, de révision, etc. Donc, pour le Guide de l'auto 2026, on va avoir des intervenants avec nous pour nous expliquer comment c'est fait et qu'est-ce qui se trouve de neuf, dans le fond, dans le Guide 2026. Donc, sans plus tarder, on va commencer par quelques actualités. Cette semaine, les gars, la Dodge Charger à essence est de retour dans le paysage automobile. On l'avait vu en version électrique à Daytona sur le Guide de l'auto 2024, en fait. Puis là, maintenant, on a finalement la voiture à essence. Puis il y a quelque chose qui me dit que ce ne sera pas la première version à essence, ni la seule cylindrée à essence qu'il va y avoir dans cette plateforme-là. Oh que non! Alors, on le savait déjà, la Dodge Charger électrique, elle fait un bruit de moteur thermique, qui est un bruit qui est totalement artificiel, mais celle-ci fait un bruit de moteur thermique parce qu'elle a justement un bon vieux moteur à combustion. Évidemment, on fait référence à la Dodge Charger Six-Pack. Donc, le nom évoque le modèle de 1970 qui était équipé d'un moteur à 3 carburateurs à 2 barils. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce nom Six-Pack pour ce modèle de la Charger qui va être disponible en version 2 portes et 4 portes. Et sans surprise, c'est le moteur Hurricane. Donc, 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo. Dans la version HO High Output qui va équiper les modèles Scat Pack, on parle de 550 chevaux, 531 livres-pieds de couple. Donc, quand même assez intéressant. 60 000 à l'heure en 3,9 secondes. Alors, le 0-100 va juste peut-être un petit peu au-dessus de 4. Mais 3,9, ça fait un beau chiffre pour la promo. Évidemment. Avec le 0-60. Et donc, une voiture qui fait le quart de mille en 12,2 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un modèle RT qui s'en vient avec une version moins performante. Donc, on parle ici de 420 chevaux, 468 livres-pieds de couple. C'est la standard output là, de ce moteur-là. Tout à fait. Donc, on va avoir droit à une Charger 2 portes. Charger 4 portes dans les 2 variantes de moteur sous une échéance de production qui varie un peu selon les modèles. Évidemment, il y a eu des améliorations mécaniques qui ont été faites à ce moteur-là qu'on connaît déjà. Moi, je l'avais essayé dans le RAM quand on avait dit que le MI s'en allait et que maintenant le MI revient. Mais on a eu le moteur Hurricane dans ce véhicule-là. Mais là, on a mis certaines modifications pour la Charger. Je pense qu'on a modifié les turbocompresseurs. On a fait certains ajustements mécaniques pour offrir là, aux amateurs de performance quelque chose de spécial. On parle d'un bloc en aluminium forgé en premier lieu, mais aussi effectivement des turbocompresseurs de marque Garrett. Donc, c'est ça un peu la nouveauté de ce côté-là. On parle d'un couple en fait, 88% du couple de ce moteur est livré entre 0 et 2500 tours minute. Alors, on le sait, c'est un moteur qui est très coupleux, le Hurricane. Et c'est le premier moteur qui va être offert dans cette nouvelle Charger. Mais on s'attend effectivement à ce que le MI fasse un retour éventuellement. Évidemment. Ça, c'est clair. Éventuellement, s'il peut rentrer sur cette plateforme. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on a dit chez Stellantis? C'est que soyez pas surpris que le MI fit, entre guillemets, dans la plateforme. Mais là, on ne sait pas si c'est quelque chose fait ou quel genre de modification ça va demander. Mais combien ça va coûter? Vu déjà l'étalement, ça fait plus de 2 ans qu'on parle du lancement de la Charger, ça fait 2 ans qu'ils donnent de l'information sur ce véhicule-là. Même eux, je pense qu'ils ne savent pas où ils s'en vont avec ça. Donc, on verra. Ça a changé de direction à plusieurs reprises. Quand on l'a mentionné souvent, la plateforme STLA large sur laquelle est monté le véhicule
au départ, on pouvait accommoder des moteurs électriques, des moteurs hybrides et des moteurs à combustion, ce qui a été la chose, Gabriel, je pense que tu l'avais dit la dernière fois, qui a sauvé un peu, qui va donner de l'espoir un peu à Stellantis pour les prochains véhicules, les prochaines années. Qu'est-ce qui va sortir avec ça? Par contre, quel moteur thermique, quel moteur hybride, on ne le sait pas encore pour le moment. Ben, on a le Hurricane puis on a la version électrique. J'aimerais ajouter aussi que le véhicule est équipé d'une transmission à 8 rapports et le rouage intégral de série, mais on est capable de découpler le train avant. Le train avant pour être capable de faire un bon vieux burn-out pour ceux qui s'adonnent à faire des burn-out avec des Chargers. Je pense que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'automobile. Ça s'est même vu à la télévision, me semble-t-il, dans une certaine série télé ou une certaine Charger orange. Je sais pas. Je sais pas, regarde. À vous de trouver. Voilà, non, donc. Mais ça va être intéressant de voir qu'il y a, bon, évidemment, il y a aussi une instrumentation numérique dans ce véhicule-là, modernité oblige, mais on a conservé justement le fait qu'on peut se découpler le train avant, puis qu'on ait le line lock pour pouvoir faire des départs canons, puis des burn-out, justement. Ça va satisfaire, tu devrais satisfaire les amateurs de muscle car. Évidemment. Bon, ben ça va être, je pense que le modèle RT commence à 62 290 $ avec les frais. On a la variante 4-pack qui est à 72 290 $ avec les frais, évidemment, les commandes pour le 4-pack à 2 portes. Ça commence ce mois-ci. C'est ça. Et la version 4 portes, vous ajoutez 3 000 $ de plus. Oui, évidemment. Évidemment. Donc, mais elle arrivera pas mal plus tard. Pas mal plus tard. Pas mal plus tard, et tout comme la potentielle version MI que peut-être qu'on va voir. Parier un petit 2 là-dessus. Je veux continuer. Je veux continuer dans le segment Stellantis parce que justement, Jeep a annoncé des modifications. Jeep qui se porte pas très bien en ce moment. On a de la difficulté. On parle du Grand Wagoneer qui a eu des modifications physiques. C'est pas grand-chose pour un véhicule qui a vraiment déçu la communauté automobile, je pense, le Grand Wagoneer. Tu sais, moi, je regardais ça comme un véhicule quand on l'a dévoilé, qui allait avoir un certain succès sur le marché américain avec des moteurs qu'on connaît, etc., mais qui a eu un paquet de problèmes. Et puis, ben là, les valeurs sont plus là, les gens les achètent plus. Là, on a modifié le Grand Wagoneer pour lui donner un peu quelque chose d'un peu plus rafraîchi, qui ressemble un peu à la devanture là, du Wagoneer S électrique. Oui, évidemment, on retrouve justement cette calandre. Vous remarquez aussi les feux anti-brouillard là, en forme de T à la base. Ça, c'est assez cool comme look. Mais tu as raison de dire que chez Jeep, ça va pas super bien. Là. Les ventes pour les 6 premiers mois de 2025 sont en baisse de 21% par rapport à la même période l'année dernière. Et Jeep va nous proposer 4 nouveaux véhicules en 4 mois. Donc, on tente d'essayer de renouveler un peu l'offre, la gamme et tout. Évidemment, on s'attend aussi à ce qu'il nous arrive avec le Recon, la version de production aussi récemment du petit VUS électrique. On en parle depuis vraiment longtemps. Qui a été annoncé quand déjà, au moins il y a 2 ans? Dans l'ancien studio, là, ici. Non, plus que ça, je pense que ça fait 2 ans qu'on en parle. Mais évidemment. Il part d'un lancement pour novembre 2025. Donc, c'est quand même assez proche. Donc juillet 2026. Oui, c'est ça. C'est très proche. Ben, on va se le dire, Jeep en a besoin. On a parlé également aux États-Unis du retour du 392. Écoute, je pense que tu sais, quand on a lancé toutes les Final Edition, on en parlait souvent. Final Edition, Gladiator 392, Final Edition. Dans le fond, quand Stellantis, Jeep, on lance des Final Edition, ben ce n'est pas vraiment le cas. Rarement le cas. C'est arrivé dans l'histoire. Et surtout, ça a donné l'occasion aux concessionnaires américains de faire de la surenchère sur les prix parce qu'on disait c'est les dernières, il n'y en aura plus. Manquez pas votre chance. Exactement. Mais ils avaient fait ça avec le Durango SRT L4, puis ça leur a bien pété au nez. Ils sont pas capables. Il revient. Retour des enfers, ce L4-là, qui est, en fait, c'est juste normal parce qu'on dit que c'est incohérent. Par contre, si tu regardes la situation financière chez Stellantis, c'est des moteurs c'est des designs qui sont payés, c'est des moteurs qui vendent, les gens les veulent. Ça serait stupide de la part de la direction de pas embarquer dans la réanimation de ces modèles-là. C'est quand ils sortent des Final Edition qui n'en sont pas, les clients derrière sont quand même floués. Oui, évidemment. Surtout ça. Mais
peser le pour et le contre. Est-ce qu'on va perdre des clients, mais on va en gagner d'autres? Puis on va surtout mettre un sourire sur la face de notre banquier, de nos actionnaires, pour être capable de montrer des chiffres à la fin de la colonne. Là, il tire la gueule en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, quelque chose à voir chez Jeep. En tout cas, tu as dit 4 modèles. Ça va être intéressant de voir ça dans la concession. Je pense que les concessionnaires ont hâte de voir du 109 sur le plancher. Ça, c'est pas la première fois qu'on le dit. GM achètera des batteries chinoises malgré les tarifs. Ben oui. Donc, on parlait de la Bolt la semaine dernière. On avait quelques petites photos espions de la nouvelle Bolt qui ne sera pas la Bolt EV, mais bien la Bolt tout court. Et puis, on se tourne vers des technologies qui sont abordables. Puis en ce moment, c'est les Chinois qui les font. Oui, essentiellement, ce qu'il s'agit, en fait, de General Motors, c'est d'entrer en partenariat, en fait, un accord avec le fabricant de batteries chinois CATL pour produire des batteries pour la nouvelle Bolt. Ça va être des batteries LFP. Mm-hmm. Et ça, c'est une solution temporaire. Produire des batteries pour cette nouvelle Bolt pour 2 ans environ, le temps que la nouvelle usine de batteries de LG Energy Solution soit en ligne au Tennessee en 2027, je pense. Et donc, c'est une solution temporaire, c'est de prendre ces batteries chinoises pour les installer dans la nouvelle Bolt qui s'en vient, malgré le fait qu'il y a un tarif de 80% imposé par l'administration Trump sur ces batteries chinoises. Alors, clairement, là, du côté de chez General Motors, ils ont fait le calcul. Ils se sont dit, même si ça coûte 80% de tarif, c'est une solution, c'est en fait la seule solution qu'ils ont pour l'instant. Oui, parce qu'il faut être capable de lancer le véhicule. C'est ça, parce que là, on parle d'une production fin 2025 sur le marché en 2026 pour un véhicule qui va être assemblé à l'usine de Fairfax au Kansas. Mais donc, ça prend les batteries pour alimenter ce véhicule-là. Et donc, on se tourne vers CATL, des batteries chinoises, même si ça va coûter 80% de tarifs. C'est quand même pas rien. Oui, puis le non-Bolt a eu son lot de problèmes avec des batteries dans le passé. Je pense qu'il y a eu des rappels qui ont été quand même assez importants dans l'industrie pour ce véhicule-là. Donc, on veut pas développer une technologie maison, puis se dire, après ça, avoir tous ces problèmes-là, puis que les gens perdent confiance en la marque aussi. Fait que je pense que chez CATL, on sait qu'est-ce qu'on fait. Et surtout, ils visent un prix de 30 000 $ américains pour la nouvelle Bolt comme prix de base. Et donc, on sait que les batteries LFP, ça coûte 35% moins cher qu'une batterie lithium-ion. Ouais. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle on se dirige vers cette technologie-là. Ouais. Là, tu parles de 30 000 $ américains. Du côté de chez Ford, de l'autre côté de la rivière, on parle d'une nouvelle plateforme de véhicules électriques on en a parlé dans les dernières semaines. Jim Farley a pris les médias, fait les manchettes un peu avec ces diverses annonces-là en rapport avec une nouvelle plateforme. Pour la citation, on parle d'un moment Model T. Hein? Jim Farley, c'est quand même un showman. Là, il aime ça utiliser, aller dans le passé un peu de la marque Ford. Est-ce que ça va être réellement un moment Model T? Je ne le sais pas. Réponse non. Bon, regarde, Hugues, notre historien automobile, nous dit d'emblée que ce n'est pas le cas. Par contre, on parle d'une nouvelle plateforme qui est non seulement une nouvelle plateforme, parce qu'on annonce des plateformes tout le temps, mais une nouvelle façon d'assembler des véhicules électriques. Je pense qu'on a appris beaucoup chez Ford. On parlait de Jim Farley qui avait conduit un véhicule chinois pendant un bout de temps, un SU7, là, si je me rappelle bien, Xiaomi, puis il avait dit c'est extraordinaire, on va se faire dépasser, etc. Donc, je pense que les gros cerveaux chez Ford se sont mis ensemble pour essayer de dire si on veut rivaliser avec les véhicules chinois, on va commencer à assembler des véhicules comme ça parce qu'on peut dire que les véhicules assemblés en Chine sont de bonne qualité jusqu'à date. C'est ça. Et donc, pour Ford, là, en fait, ce qu'ils sont en train de développer, c'est une nouvelle architecture pour véhicules électriques qui va servir une série de véhicules électriques. On parle d'une architecture 400 volts et non pas 800 volts. Avec, évidemment, des vitesses de recharge rapides plus lentes, en fait, moins rapides, finalement, que si on avait une architecture 800 volts. Mais plus abordable comme architecture, donc, évidemment. Le facteur coût est vraiment, vraiment intéressant. Batterie LFP, encore une fois. Mais pour eux, c'est clair que le premier produit pour ça va être une camionnette, un pick-up, qui aurait
grosso modo le gabarit d'un Maverick, mais l'espace intérieur d'un RAV4, c'est ce qu'ils disent dans leur communication. Et ça, ce serait le premier véhicule produit sur cette nouvelle architecture. Mais encore là, c'est une architecture qui est modulaire, donc qui va pouvoir servir à faire des fourgons, des VUS, peu importe. On va pouvoir jouer sur l'empattement, jouer sur la taille de la batterie aussi, de façon à, encore une fois, l'idée, c'est de produire, dans un premier temps, une camionnette abordable. On vise un prix, encore une fois, de 30 000 $ américains. Et ça, c'est pour un véhicule qui serait en production en 2027 au Kentucky. Donc, on pourrait penser année modèle 2028 environ. Mais là, je pense 30 000 $, petite camionnette Maverick. Là, si je suis Slate, qui est une nouvelle marque américaine dans laquelle on va parler tantôt, parce qu'on a une couverture arrière qui met en vedette la petite camionnette Slate qu'on a parlé à l'émission là, à quelques reprises, qui est une camionnette un peu, même principe, modulable, abordable, avec peu de technologie, dénudée de technologie, que moi, personnellement, je trouvais que sur papier, c'est un produit très intéressant. Mais là, chez Ford, on arrive avec les gros canons pour le même genre de segment, le même genre de prix. Je pense que chez Slate, ça va faire de la compétition, évidemment, dans ces segments-là. Déjà, on verra s'ils vont tenir leurs promesses, parce qu'on l'a vu depuis une bonne dizaine d'années, toutes les annonces dans l'industrie de l'automobile électrique ont rarement été respectées. Il y a beaucoup de marques qui ont fait beaucoup d'effets d'annonce sur les prix, sur les durées. Je ne parle pas juste de Tesla. Et que ça n'a pas été respecté. Bon exemple, la Dodge Charger qu'on a attendu longtemps. Donc, on verra. Parce que Ford fait beaucoup de promesses, GM fait beaucoup de promesses, et on verra qui va les tenir. Oui, parce qu'il y a des annonces comme ça qui sont extraordinaires, des annonces d'investissement dans des centres de développement, tout ça. Il y a beaucoup de politique dans ça, surtout en ce moment, pour être capable d'impressionner. C'est une façon de communiquer très moderne, qui est de surpromettre et de sous-délivrer. Et les actionnaires aiment ça, donc, parce que c'est pas juste dans l'automobile, dans la tech aussi, on promet monts et merveilles, et puis ce qui arrive sur le marché en général, c'est pas du tout ça. Une chose est certaine, vous pouvez compter sur nous pour suivre l'évolution du dossier et voir ce qui va s'avérer finalement. Et on peut réécouter les anciennes émissions aussi pour voir qu'est-ce qui est réellement arrivé et pas, mais ça ajoute de la compétition, évidemment, comme je voulais dire, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça dans les prochaines années. Bon, au retour, on va faire l'émission spéciale pour le Guide de l'Auto 2026 avec Julien Amado. Manquez pas ça. Le Guide de l'Auto. Le mois d'août, c'est toujours très important pour l'équipe du Guide de l'Auto. Une équipe, je vais vous le rappeler, l'équipe d'experts la plus complète et la plus experte de l'industrie automobile ici. C'est le dévoilement du livre. C'est là qu'il sort tout chaud, tout frais des presses. Puis aujourd'hui, on a pensé faire une émission un peu spéciale pour vous expliquer un peu comment ce livre-là est fait. Au-delà des essais routiers, au-delà de tous nos commentaires qu'on attribue aux automobiles, avec une partie de l'équipe du Guide de l'Auto avec moi, Julien Amado, qui est rédacteur en chef. Puis Hugues Gonneau qui est avec nous parce que Hugues travaille énormément derrière, dans les coulisses du livre là, avec Julien. Donc évidemment, Hugues qui est avec nous toutes les semaines, mais qui en connaît beaucoup sur le processus de production du livre. Puis cette année, on s'élève le 60e, donc on a fait quelque chose de spécial. On a 2 types de livres. Le livre régulier que tout le monde connaît, puis également un livre de luxe qui a une couverture spéciale avec un coffret. Tout ça, on va parler de ça. Mais Julien, en premier, j'aimerais qu'on parle de la ressemblance entre le livre 2026 et le livre 1967, en fait, le premier Guide de l'Auto. Oui, déjà, je pense que c'est intéressant de regarder la taille. Hein. Le premier livre de Jacques Duval. Oui, si vous l'avez déjà tenu. C'était un tout petit recueil quand même quand on le regarde. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, pour l'émission Prenez le volant, il avait des notes qu'il prenait et sa femme lui a suggéré de mettre ça dans un ouvrage. Dans un recueil, oui. Mais c'était vraiment sans prétention. D'ailleurs, si on regarde bien, il n'y a pas d'année sur ce guide-là. Il n'y a pas écrit 67 parce que c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Il devait y en avoir qu'un. Exact. C'était le seul. Ouais. Et en fait, finalement, devant le succès, on lui a dit, mais peux-tu faire un 68 ? Il a dit, oui. Et à compter de 68, il y a l'année.
Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, wow, c'est fort intéressant. C'est exactement la même couleur, en fait. On a utilisé la même couleur sur les deux livres. Là, on a choisi la Porsche 911. Parce que je veux rappeler quelque chose à la maison. Là, le choix de la couverture du guide de l'auto, c'est toujours un processus où est-ce qu'on argumente, on fait des propositions, à la limite de la chicane à chaque année. Et puis, il y a énormément de couvertures. Là, je pense qu'on pourrait avoir un cimetière des couvertures du guide de l'auto tous les ans. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va décider de vous montrer lesquelles qu'on a choisi, lesquelles qu'on n'a pas choisi. On fera pas ça aujourd'hui. Par contre, c'est extrêmement... on doit avoir beaucoup d'arguments pour choisir un véhicule. Puis là, on a choisi la Porsche 911 pour un millier de bonnes raisons. Je pense qu'une des meilleures raisons, c'est que c'est une voiture déjà qui est soixantenaire comme nous. Ouais. Quelque part, ça fait aussi en tout cas un clin d'œil intéressant, et aussi parce que Jacques Duval est aussi lié à la Porsche 911, puisque lui en a possédé plusieurs, il a coursé avec au Québec, il a remporté des courses avec cette voiture, et quelque part ça répondait bien. Mais là on voit justement la toute première et la pour ceux qui nous regardent en visuel. Oui, là, pardon, exactement. Ouais. Et ça c'est intéressant aussi parce que justement ça répond à l'histoire de cette voiture-là. C'est une voiture qui a évolué doucement, comme nous aussi, justement, comme le guide en fait. Oui. Et qui connaît un très grand succès aujourd'hui, comme nous aussi. Donc quelque part je trouvais que c'était intéressant, et je pense que l'équipe, on s'est tous mis d'accord assez rapidement pour dire que, sauf nouveauté incroyable qu'il n'y a pas eu vraiment finalement, ça s'imposait en fait. Ouais, Gabriel. C'est surtout ça, parce qu'il y a des années où on le sait, là, il y a un modèle qu'on sait, dès que ça sort, ça va être la page couverture du guide de l'auto cette année. Des modèles emblématiques, des modèles qui font beaucoup parler. Mais je pense que cette année, vu que c'était la 60e édition du livre, de prendre une voiture qui était présente dans ces années-là, fin des années 60, et qui est toujours sur le marché encore aujourd'hui, c'est un très beau clin d'œil. Et je pense que c'est un choix qui est parfait pour cette 60e édition du livre. Une voiture qui s'est améliorée, comme tu le dis, Julien, au millimètre près, toutes les générations. C'est une voiture qu'on pense à chaque année qu'elle ne pourra pas être meilleure que ça. Ça continue. Bon, c'est sûr qu'elle pourrait être plus abordable. C'est pas un véhicule, pas un véhicule qui est donné puis qui est fait pour tout le monde. Par contre, cette année, on s'est arrêté sur ce choix-là que moi, j'ai trouvé extraordinaire. Je veux parler du livre de luxe aussi ici parce que pour la 60e édition, on a un livre avec une reliure spéciale puis avec la silhouette de la Porsche 911 en fait qui est exceptionnelle. Et puis on a un montant limité, un nombre limité d'impressions. C'est ça, c'est une série limitée. De ce livre-là, ouais. En fait, on voulait suivre aussi ce que font les constructeurs automobiles finalement, parce que fréquemment ils font des séries limitées eux aussi, et on trouvait ça intéressant. Et donc justement, ce qui est le fun, moi je trouve là-dessus, c'est qu'il y a tout, en fait, sur le boîtier autour du livre, c'est tous les covers qu'on a fait depuis le début, depuis 67, qui sont présents un peu en camailleux comme ça. Une mosaïque. En quelque sorte, c'est ça. Et par contre, à l'intérieur, en fait, les deux couvertures, il y a la première couverture qui fait référence à cette année, et la couverture qui fait référence à la première année. Et en fait, il y a la 911 actuelle et la première 911, avec le tracé au trait pour rester sur quelque chose d'un peu discret, un peu plus chic. Et ça, il faut préciser que cette version-là, le contenu du livre est le même que l'édition régulière. Ouais. C'est juste la présentation qui est différente. Évidemment, la reliure en cuir et tout ça. Et ça va être disponible sur le marché au mois de septembre, donc un petit peu plus tard, dans quelques semaines. Absolument. À un prix qui est plus élevé, évidemment, parce que c'est une édition limitée. D'ailleurs, on en a produit combien de ça? On a fait 1250. 1250, c'est ça. Et la moitié ont été déjà vendus en pré-vente, et on a réservé une moitié de cette production-là pour les magasins. Oui, en fait, il y a une partie qui était chez nous, chez Cube Livre, directement, et qui est partie en moins d'une semaine, je pense. Donc, d'ailleurs, profitons-en pour remercier ceux qui nous écoutent qui ont commandé. Parce que, sincèrement... De rien. Voilà, tu vois. Commandé deux. C'est ça. Mais pour être tout à fait sincère, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un vrai succès, parce qu'on a des lecteurs très fidèles qui nous apprécient beaucoup, et ça fait chaud au cœur, vraiment. Au salon, on le voit tous les ans. Mais je m'attendais pas à ça. Sincèrement, à ce qu'il y ait autant de copies et qu'on soit sold out en moins d'une semaine, je pensais quand même pas. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'on fait, puis qui avaient envie d'avoir cette édition spéciale, et c'est le fun. Et pour ceux qui voudraient, effectivement, il sera dispo dans des magasins, parce que les magasins pouvaient aussi les acheter en avance, une certaine partie de toute la série limitée. Évidemment. Et eux les auront. Donc ceux qui l'ont pas et qui peuvent pas aller sur Cube Livre, ils pourront l'acheter quand même en magasin. Mais malheureusement, on n'aura plus au Salon de l'Auto de Montréal, donc n'attendez pas, si vous voulez, cette édition exclusive là, pour le 60e. Évidemment, je vais parler un petit peu du contenu du livre, parce que chaque année, on s'améliore, on le mentionnait. Cette année, on a 736 pages, ce qui est 32 pages de plus que l'année
derrière. Donc, on grossit encore. On a une série de dossiers. Bon, on passera pas à travers tout ce qu'on a fait dans le livre, mais je veux que tu m'énumères un peu là, les points importants là, cette année. Je pense que le point, pour moi, à mon sens, un des points les plus importants, c'est les meilleurs achats. Tous les ans, on fait aussi une grosse discussion, tous ensemble, l'équipe, pour savoir quels sont les meilleurs véhicules. Est-ce que celui-ci vaut la peine d'être considéré comme meilleur achat ou pas, pour quelles raisons? Et en fait, on avait souvent des podiums où on disait lui est premier, lui est deuxième, non je suis pas sûr, mais lui il est bien aussi, mais là ils sont 4, ça marche pas, faut qu'on n'en ait que 3 sur notre podium. Et en fait des choix crève-cœur des fois. C'est ça, et c'est dommage. Et puis il y avait des fois où on avait que 2 véhicules qui faisaient vraiment du bon travail, mais ils nous en font un 3e parce que là il y a 3 positions, fait que sinon c'est bizarre. Et en fait soit on se limitait, soit finalement on avait des modèles dont on n'était pas tant satisfait. Et donc là en fait maintenant ce qu'on fait dans les meilleurs achats, on les présente de la manière suivante. Tous les véhicules qui sont inscrits dedans sont des meilleurs achats, mais ils peuvent l'être pour des raisons différentes. Et donc, en fait, on a mis des petits pictogrammes à chaque fois sur la consommation de carburant, est-ce que c'est le fun à conduire ou pas, est-ce que c'est fiable, est-ce que ça a une bonne valeur, et ça permettra aux gens de se dire, ok, moi, je veux un véhicule, c'est le fun ou pas, je m'en fous. Par contre, je veux fiable, bonne valeur, ok, je vais me diriger vers tel véhicule. Au contraire, moi, je veux un truc, le fun à conduire, il y a un petit volant qui vous dit, ça, c'est le fun à conduire, de se diriger là-dessus. Et la nouvelle affaire aussi qu'on a tous faite collectivement, c'est qu'il y a le petit logo en cœur, qui est le coup de cœur de l'équipe. Pour ça, il faut que ce soit l'unanimité. Donc, ça veut dire que tout le monde doit avoir dit, oui, pour moi, ce véhicule-là est un coup de cœur, dans différentes catégories pour différentes raisons. Et là, c'est le cas. Donc, il y a des véhicules. Je pense là comme ça en tête, la Mazda MX-5 par exemple, qu'on a tous reconnu comme étant une voiture coup de cœur. La Honda Civic cette année pour la diversité de ce qu'elle propose et sa nouvelle version hybride. Donc c'est des choses comme ça qu'on a ajoutées. Et je pense que pour les gens qui aiment bien aussi faire des choix un peu passionnels, c'est le fun, c'est cool. Évidemment, on a tous les fiches de tous les véhicules commercialisés chez nous, avec des fiches techniques, une facilité de comparaison extraordinaire. Ça demeure tous les ans, mais on a évidemment pour les gens qui connaissent pas nécessairement le guide de l'auto, qu'est-ce que c'est, on a tous les véhicules qui sont commercialisés ici. On a fait certains dossiers également des matchs comparatifs. Puis ça, c'est quelque chose que tous les ans, on revient avec ça. Cette année, on a choisi des véhicules. On a fait un bon mélange, véhicules électriques, puis des véhicules compacts. Pour que les gens puissent également, là, on a ce match comparatif-là des véhicules, parce que ces véhicules-là, c'est pas tout le temps des segments qu'on le répète à chaque émission ici, qui sont aussi populaires qu'ils l'ont déjà été. Par contre, on a des véhicules là-dedans qui sont non seulement abordables, véhicules qui sont assemblés au Canada aussi, puis on va en parler tantôt parce qu'on a pris ça à cœur aussi dans ce numéro là, du guide. Puis, on fait des matchs comparatifs pour vous montrer un peu les pour et les contre le plus rapidement possible là, sur chaque véhicule avec ça. Puis aussi, on a un match qu'on a fait avec le véhicule électrique. Ouais, je pense que c'est intéressant de voir justement avec les hybrides parce qu'il y a eu aussi pas mal un retour en arrière pour certaines personnes ou une crainte vis-à-vis de l'électrique ces derniers mois. Puis même en termes des politiques aussi, il y a aussi beaucoup de recul sur les rabais, les choses comme ça. Je pense que ça a suscité aussi beaucoup de questions. Et c'était intéressant de revenir sur quelque chose d'hybride, des voitures qui sont pas trop chères, qui sont des compacts, qui sont pratiques pour une famille. Et ceux qui veulent pas forcément un VUS, ça peut être intéressant d'avoir un véhicule comme ça. Puis là, donc on avait Elantra, Civic, Corolla et la Prius branchable. Elle un peu trouble-faite pour voir un peu ce que ça donnait justement avec un véhicule PHEV, c'était intéressant. Mais surtout, en fait, ça a toujours été une des forces du guide de faire des matchs comparatifs. Les véhicules sont évalués par les mêmes journalistes dans les mêmes conditions, la même journée, sur les mêmes routes. Donc, ça permet de faire des comparaisons immédiates d'un véhicule à l'autre. Ça, c'est intéressant. Et ce qui m'a vraiment frappé de ce match, par contre, c'est l'écart de points entre la première et la deuxième. Alors, la Honda Civic hybride gagne par un seul point. C'est incroyable. Ça a été une grosse discussion. On en a beaucoup parlé, mais en fait, ça reflétait bien pas la confusion, mais le questionnement qu'on avait tous pendant les essais en se disant c'est laquelle qu'on préfère. Personne ne savait vraiment. On avait tous des arguments pour et contre. Et au final, sans avoir triché du tout, le pointage a parfaitement reflété la journée d'essai telle qu'on l'a vécue. Et ça a été une surprise. Et quand on en a parlé avec Julien, on a dit on garde ce point-là d'écart, c'est tellement absurde. Et en fait, c'est révélateur. Et c'est exactement ça, c'est vraiment révélateur du truc. Et je pense qu'en fait, ça rejoint un peu les changements dans les meilleurs achats. C'est des voitures qui, oui, ont un point d'écart,
mais pour des raisons différentes et qui ont justement leurs points forts, leurs points faibles. Et on revient un peu pourquoi la façon de faire des meilleurs achats a été changée. Ça rejoint un peu cette attitude-là. Et l'autre match, évidemment, c'est les VUS à 3 rangées à motorisation électrique. Ça, c'est un nouveau créneau peut-être, et dans lequel il y a de plus en plus de joueurs, dont le nouveau Ioniq 9, mais qui lui termine deuxième derrière le Kia V9, qui était un des premiers, en fait, sinon le premier VUS électrique à 3 rangées. Ouais, mais lui, c'était assez serré aussi. Les deux, c'est pareil. Hein. Il y a, je dirais qu'en fait, c'était plus disputé après derrière avec l'ID Buzz et le VinFast VF9, qui était pareil. ID Buzz un peu trouble fait parce qu'officiellement, c'est pas censé être un VUS. Exact. Mais à la fois, Vaux dit que c'est pas vraiment non plus une fourgonnette. Donc, si c'en est pas une, on va la mettre là. Qu'est-ce qui est pas un utilitaire maintenant dans ça, automobile? Exact. Mais je pense que VinFast, c'est aussi intéressant. C'est un constructeur qui suscite beaucoup de questions. On l'a vu au salon tous ensemble. Les gens se disent, est-ce que j'embarque, est-ce que j'embarque pas? Je connais pas trop, mais il y a quand même une longue garantie, il y a des rabais, qu'est-ce que je fais? Donc, je pense que c'était intéressant de répondre aussi à cette interrogation-là. Julien, tu as fait aussi, on va passer quelques mots sur l'essai tout spécial que tu as fait, qui est inspiré un peu là, de l'édition 1967. Tu t'es mis un peu plus de travail que nous, je pense, en plus dans cet essai-là. Je veux que tu me dises quelques mots sur qu'est-ce que les gens vont trouver. Ça fait rigoler Hugues parce qu'on s'en est parlé pas mal tous les deux. Ouais. Mais en fait, on peut raconter vraiment l'histoire au complet. Ça part d'un dialogue avec Denis Duquet, mon prédécesseur, qui était rédacteur en chef au Guide pendant beaucoup d'années. Et on s'est croisés en allant chercher un véhicule tous les deux. Et un jour, il me dit, là, vous avez la belle vie aujourd'hui. Tu sais, le Guide Loto, les photos, les textes, vous avez Internet. Moi, dans mon temps, c'était pas de même, c'était compliqué, les photos argentiques, puis la machine datée, la dactylo, c'était compliqué. Nous, c'était l'enfer. Je dis, alors, c'est vrai que c'était plus compliqué, mais il y avait quand même beaucoup moins d'essais qu'aujourd'hui. Tu sais, j'étais dans le premier, il y a 16 essais routiers là-dedans. Là, il y en a 300. Il y a 300 modèles et je pense que je suis à 276 entrées sur les doubles pages. Exact. Donc, on est quand même sur. C'est plus tout à fait. C'est une plus grosse équipe, mais c'est aussi plus d'essais, plus de travail. Ouais. Mais en fait, il m'a dit ça, mais vous le connaissez, des fois, il était Denis. Il était un peu niaiseux de même. On adore Denis. Avec un petit sourire en coin, tu sais. Et en fait, ça m'a piqué. Oui, j'ai dit, mais sais-tu quoi, il a raison, en fait, il faudrait que j'essaye. Et l'anniversaire du Guide était parfait pour ça. Donc, je me suis mis dans la peau d'un journaliste en 67. Et donc, je me suis procuré une machine à écrire manuelle sans possibilité de correction. Voilà, on voit là l'image. La caméra de Marc Lachapelle, sa toute première, notre collègue que je remercie infiniment pour le prêt. Et donc et du papier pour taper mon essai routier. Wow. Et j'ai demandé à Nicolas Tardif, notre coordonnateur technique, de ne me fournir que les informations qu'il y avait sur une brochure d'époque. Et pas parce que moi aujourd'hui j'ai accès à toutes les infos via internet. Donc il m'a envoyé un Word avec juste les infos que j'aurais pu avoir. Technique, rien de plus. Parce que sinon tu triches. Et j'ai conduit une BMW M2 parce que c'était le fun et ça faisait un véhicule un peu, cool quand même. Ça met un peu de moderne là. C'est ça. Et donc en fait j'ai fait toute ma séance photo à l'ancienne sans pouvoir voir le résultat. Je vous cache pas que c'est. On voit les négatifs directement, les quelques images. Et c'est quand même assez stressant en fait. On est tellement habitué aujourd'hui à prendre des photos, à voir le résultat dans l'écran tout de suite, elle est floue, je la refais, elle est pas tout à fait bien cadrée, je la refais. Mais là en fait, il faut que tu prennes beaucoup plus ton temps parce que si tu te trompes, tu apportes tes affaires, tu vas les faire développer, tu vas les récupérer et là tu vois le résultat. Mais il s'est écoulé 4 jours. Donc si jamais c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, faut quand même que tu penses un peu à ça. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça, c'était le fun. C'était une célébration du métier aussi, là, en quelque sorte. C'était intéressant de voir les difficultés auxquelles je me confrontais. La dactylo, c'est l'enfer sur Terre par exemple. J'en dis pas plus, mais vous pourrez le découvrir en lisant. C'est bruyant. Mais c'est vraiment... déjà c'est très bruyant, ça c'est sûr. Mais pareil, t'as pas le droit à l'erreur. Donc faut que tu réfléchisses d'abord à ce que tu vas écrire, faut que tu notes peut-être sur un papier avant. C'est un peu plus compliqué. Évidemment. Et la dernière chose aussi, c'est le chronomètre manuel. Pour les... parce que Jacques Duval faisait les mesures de performance. Et donc j'ai fait juste l'accélération. Stopwatch. Pareil, Marc Lachapelle, encore lui, m'a prêté gentiment son chronomètre d'époque, manuel. Et donc je l'ai fait avec le chronomètre. Mais par contre, j'ai pas fait la vitesse maxi, puisque on peut le dire aujourd'hui, à prescription, Monsieur Duval faisait les tests de vitesse maxi sur la route ouverte. Sur l'autoroute 30, absolument. Sur la rive sud, mais à une époque, les mœurs ont changé. À une époque, c'était plus facile à faire. D'ailleurs, il le dit dans certains textes, il s'en cache pas. Mais la fin des années 60, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et prendre un tel risque, ce serait complètement fou. Donc, évidemment, je ne l'ai pas fait. Avant de rentrer dans la confection, toute la technique derrière le guide, il y a 2 autres dossiers que je vais aborder. Le cimetière des marques, évidemment, qui est quand même un dossier important parce qu'on va chercher toutes sortes de véhicules un peu plus anciens. Mais Hugues, je pense que tu peux nous parler un peu sommairement de ce dossier-là. En fait, on n'a souvent pas conscience du nombre de marques qui ont disparu dans les 60 dernières années.
on se dit, il y en a 3-4. Non, je pense qu'il y en a pas loin d'une vingtaine. Et puis, il y a des trucs plus obscurs que j'aurais pu aussi rajouter. Donc, il y a eu beaucoup de marques qui ont disparu. Il y a eu, par exemple, des marques canadiennes. On peut parler de Beaumont, de choses comme ça. Et on les oublie vite, ces marques-là. Ouais. Et c'était, je pense, intéressant de les ramener un peu à l'avant et de se dire quand même à quel point les choses ont changé en 60 ans. Aussi, c'était une façon de pas juste parler de l'évolution technique comme on l'a fait dans d'autres dossiers, mais c'était aussi d'avoir un petit point de vue historique par rapport à l'évolution des choses. Absolument. Il y a des trucs à ne pas manquer, comme là, c'est pas pour nous qui nous regardent là, à la télévision, on a certaines images de ces modèles-là, ces marques modèles-là. Et ça, je pense que c'est un des aspects qui est vraiment intéressant du Guide de l'auto cette année, c'est le fait que c'est véritablement, tu sais, comme un voyage dans le temps, dans les 60 dernières années, de comment ça a évolué à tous les points de vue, que ce soit la technique, que ce soit les marques, comme le précise Hugues, les marques qui ont disparu. Aussi les comparaisons qu'on a fait entre les modèles de l'époque dans ces années-là et les nouveaux modèles. On l'a fait avec la Corolla, la Mustang, Mini Cooper, 911, etc. Ouais, toutes celles qui étaient déjà là en 67. En fait. Et voilà, exactement, déjà là sur le marché en 67. Alors, ça fait vraiment... c'est non seulement tout ce qui est actuel, mais ça nous fait... C'est comme un retour dans le temps sur 60 ans d'histoire de l'automobile. Un autre dossier sur lequel notre collègue Antoine Joubert a travaillé, c'est les véhicules qui ont été assemblés chez nous, d'ailleurs, qui ont un peu forgé l'histoire de l'automobile chez nous. Donc, c'est quelque chose qui était là. On va en parler quand il va revenir sous peu à l'émission, mais on a certains clichés, certaines images là, ici, dont l'usine Renault, là, ici... sur la rive sud de Montréal. Oui, c'est ça. À Saint-Bruno. Mais en tout cas, un dossier très complet sur un peu l'empreinte manufacturière là, de l'automobile au Québec. Côté confection, parce que là, je parlais en entrée d'émission, comme quoi que moi, je vais essayer un véhicule, je collecte des données, je vais écrire un texte, et là, je remets mon texte. Mais vous êtes une équipe, derrière toute l'équipe d'experts, qu'on est très nombreux à écrire des essais sur l'automobile, écrire les dossiers, etc., il y a toute la révision, les fiches techniques, à réviser encore une fois et encore une fois, puis aussi tout le montage graphique du livre là, pour que ça soit le plus beau produit sur les étalages. Qui est impliqué un peu là-dedans, là? En fait, c'est vrai que c'est en plusieurs temps. Nous, l'équipe éditoriale, on est quand même 12 au total à travailler pour le guide, à écrire pour le guide. Ouais, juste l'écriture. Juste l'écriture des textes, essais routiers, les dossiers, ou aussi les concepts et modèles à venir. Exactement. Donc ça, on est 12. Donc ça fait déjà un certain nombre de textes à recevoir. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a tout un processus. En fait, quand les textes sont reçus, ils passent d'abord par une première correction, soit par Hugues, soit par moi d'ailleurs. On le fait tous les deux en tandem. Ah oui. Mais après ça, effectivement, il y a plusieurs rounds de correction, il y a plusieurs versions. Oui. Et après ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les monter avec l'équipe des graphistes, que je salue d'ailleurs parce que c'est des gens qu'on oublie très souvent. Oui, Marie-Odile et son équipe. Absolument. Vous allez voir une photo là, au début du guide. On travaillait fort encore cette année. C'est dur de mesurer à quel point c'est difficile de faire ça. On pourrait penser, tu mets une photo, un texte, tu mets ça comme ça, tu fais valider. Puis c'est non. Mais faire un truc beau, déjà, de 1, c'est difficile. Et même de caler les textes, par exemple. Un texte, ça se pose pas copier-coller comme ça dans une page. Non. Il faut les caler comme il faut pas qu'il y ait trop de césure avec les tirets partout, sinon c'est difficilement lisible. Et en fait, quand on lit, quand on est lecteur, on n'a pas conscience de ça. On lit ça, puis on est content de le lire. Oui, c'est comestible immédiatement. Il y a un travail pour en fait, les graphistes ont fait leur travail si tu le vois pas. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Exactement. C'est bien dit, ça. Et donc, une fois que tout est monté, ça va partir en version numéro 1 en PDF. Donc là, en fait, on a un PDF qui nous est envoyé. Et là, on peut voir le livre tel qu'il est en version 1. On va le regarder, on va faire des commentaires, on peut écrire directement. Après toutes les multiples révisions. C'est ça. Et après ça, on va faire nos commentaires. Parce que là, ça, c'est visible, c'est pas lisible. Il y a un problème avec la photo qui déborde. Il y a un problème avec le texte, il n'est pas complet. Bref. Et une fois que ça c'est fait, ça va être mis sur papier après. Et on va faire des sorties en papier dans des cartables. Et on a 23 cartables, un par section du livre. 23 x 32. Et parce que c'est par 32 pages que ça fonctionne. On va y revenir tantôt. Et en fait, ces cartables-là, on les regarde 2 fois. Une première fois, on écrit directement dessus ce qui ne va pas. Et en fait, quand on change de support, on peut voir aussi plus facilement les erreurs. Parce que sur un écran, malgré tout, parfois, tu ne perçois pas tout de suite un truc qui n'est pas visible. Et puis des fois, à l'impression, tu découvres d'autres affaires que tu n'avais pas vues. Puis parce que la fatigue s'accumule aussi. Donc c'est bien de faire aussi plusieurs fois. Et au terme des 3 passages, là, en fait, directement, ça repart après. Et alors, il y a toute une... Là, je vous passerai tout ça, c'est quand même très complexe. Mais après ça, ultimement, ça part à l'impression. Et là, ça va à l'imprimerie directement, une fois que tout est prêt. Puis là, évidemment, on se retrouve à imprimer le livre, puis dans les quelques semaines, là, le rush d'impression pour être capable de l'amener sur les tablettes. Évidemment,
je veux parler de cette année, ça a été quand même assez spécial parce qu'il y a un contexte politique qui a affecté l'automobile. Puis nous, on est très chanceux au Guide de l'auto parce qu'on a des informations privilégiées sous embargo que les constructeurs nous fournissent, des fois des constructeurs nous en fournissent moins, mais sous promesse de ne pas publier avant que le livre soit sur les étalages. Et on obtient toutes sortes d'informations parce qu'on a ce livre-là, des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Mais là, cette année, ça a été... les informations changeaient beaucoup à la dernière minute, donc vous avez été particulièrement sollicité dans la fin de la processus pour faire les derniers changements. Là. Absolument. Mais moi, déjà, en fait, j'envoie déjà des courriels à toutes les marques pour leur demander si c'est possible d'avoir des informations sous embargo, sachant que le livre sort bientôt. Parce que comme il a une durée de vie assez longue, quand même, de 1 an, c'est plate s'il te manque des infos dernière minute. T'es là, mais on n'a pas cette info-là, mais c'est dommage qu'on l'ait pas parce que le livre, après, il sort et il est sur les tablettes, puis les gens s'en servent comme référence de magasinage. Nous, on a le privilège d'avoir ces informations-là pour les donner à nos lecteurs. C'est la pire année depuis que je fais le guide, c'est mon 6e. Et même Covid, c'était moins pire. Je pense que l'incertitude économique que ça a créé là et toute la complexité, même pour les marques à haut niveau. Moi, il y a même des PR, je ne donnerai pas de nom, c'est pas nécessaire, mais qui m'ont dit off the record, regarde, j'aimerais ça te donner l'info, mais je ne l'ai pas. Même moi, je l'ai pas. Et Et même, il y a des affaires qu'on ne sait toujours pas là, sur des produits qui sont critiques, là, qu'on ne saura pas avant l'an prochain. Et justement, à la suggestion de Hugues, que je remercie d'ailleurs, on a fait une deuxième page, en fait, au tout début du livre, quand on dit comment lire les fiches. Donc, les fiches techniques, comment c'est, quand il y a marqué IND points, ça veut dire quoi, toutes sortes de choses. On a fait une autre double page par la suite en expliquant aux gens que, malheureusement, cette année, il y a tellement d'incertitudes qu'on a quand même parfois laissé des modèles dont on n'est pas certain du sort, parce que, je pense au Mazda CX-50, par exemple, qui pour l'instant du fait des tarifs est dans une situation un peu complexe, mais qui se vend pourtant très bien et que Mazda apprécie beaucoup. Mais il n'y a personne ici qui peut savoir où est-ce qu'il sera dans 6 mois. C'est ça, exactement. Donc on l'a laissé en disant mais on va quand même le laisser, on va donner l'info aux gens. Il est encore offert aussi. Exactement. Puis pareil pour les variations de prix, on l'a aussi précisé parfois, je pense au Tesla notamment, qui ont des variations énormes de tarifs à la hausse ou à la baisse aussi parfois. Mais ça aussi pour les gens c'est complexe parce que tu te bases sur quelque chose, mais finalement, c'est 20 000 de moins, 15 000 de moins, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que cette année, la volatilité de tout ça fait qu'on a préféré prévenir les gens et leur expliquer. Cela dit, je pense qu'on demeure quand même un outil intéressant en termes de comparaison, de magasinage, et il reste aussi tout ce qui est lié justement à l'essai du véhicule, est-ce qu'il me convient, me convient pas, est-ce qu'il est assez spacieux pour moi, et puis il y a toutes les infos techniques, la taille du coffre, est-ce qu'il est assez puissant, c'est largement plus facile est-ce que le towing, moi j'ai besoin de 5000 livres, est-ce que lui il le fait pas, quelle version, etc. Je pense que ça permet toujours de faire des bonnes comparaisons. On a aussi cette année mis quelque chose de nouveau, une petite pastille fait au Canada. Elle était déjà là l'année passée, mais là on l'appuie plus fort encore. On a poussé parce que là c'est plus important avec tous ces changements-là qui sont arrivés pour les gens qui veulent savoir, dans le fond, juste s'instruire un peu sur qu'est-ce qui est fait au Canada puis qu'est-ce qui est disponible. On a reçu beaucoup de courriels aussi à ce propos-là, du monde qui disait moi je veux encourager les véhicules fabriqués chez nous. J'ai pas envie d'en acheter un fait ailleurs ou fait aux US. Des fois c'était assez intense comme courriel parfois. Puis ça peut se comprendre, c'est pas le problème. Mais on s'est dit il y a vraiment une demande forte. Puis on en a reçu quand même beaucoup depuis janvier-février là, c'était assez important. Et on s'est dit que ça valait la peine de plus appuyer encore, mettre l'accent là-dessus en disant il y a l'étampes faites au Canada, fait que si vraiment vous voulez acheter un véhicule fait ici, encouragez l'industrie canadienne, effectivement. Disponible maintenant pour la version traditionnelle du guide, dans quelques semaines pour la version de luxe, parce que c'est un processus qui a été un petit peu plus difficile. Nous autres, on en a un. C'est un prototype qu'on a avec nous. C'est pas un prototype, il est fini, mais je veux dire, il n'est pas encore livré à ceux qui l'ont acheté parce que ça a pris beaucoup plus de temps à confectionner. Exact. Puis ça va être disponible dans les prochaines semaines, mais patienter, ça vaut la peine. Mais je pense, je voudrais juste me faire rapide, mais on a reçu aussi quelques courriels du monde qui disaient mais là c'est quand même, je l'ai commandé puis il est plus cher, mais je l'ai pas reçu en avance, moi je voulais l'avoir en premier. En fait c'est des contraintes techniques qui nous ont imposé ça. On aurait voulu initialement que ce soit le cas, et malheureusement en fait pour des raisons techniques, la fabrication du boîtier avec le cuir c'est spécifique, c'est différent. Il y a plus d'étapes là, de fabrication. Donc en fait ça a retardé aussi, donc on peut pas malheureusement le livrer en premier. On aurait voulu le faire mais c'est pas possible. C'est comme commander un véhicule tout spécial avec un modèle spécial, mais il prend un petit peu plus de temps sur la ligne d'assemblage parce qu'il y a plus d'étapes de fabrication. Mais en résumé, le livre classique en magasin dès maintenant, toutes les librairies grande surface, 39,95
Ça, vous fallait vous procurer ça immédiatement. Et celui-ci, 89,95 au mois de septembre, qui va arriver sur les tablettes. Évidemment. Voilà. Petite mention aussi que, évidemment, on a dit qu'on allait être au Guide de l'auto en janvier avec les éditions, les modèles traditionnels, on va dire, du Guide de l'auto. Je pense pas qu'ils vont rester de ceux-là, mais aussi, au Salon de l'auto, on offre des réimpressions. Hein. On a quand même un bel étalage de réimpression du Guide de l'auto pour les collectionneurs qui veulent compléter un peu une collection déjà bien garnie. Puis également, une petite mention pour le concours aussi. On a un concours avec les éditions de l'Homme là, qui offre la chance de gagner un voyage au centre Porsche parce que la 911 est sur la couverture. Donc, on offre la chance d'aller visiter le centre Porsche à Toronto puis également le centre Porsche, l'usine Porsche et le musée aussi. Et le musée également en Allemagne. Donc, si vous voulez des détails sur ce concours-là, c'est auprès des éditions de l'Homme. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la spéciale du Guide de l'auto. Mais après la pause, on va suivre avec une petite chronique rétro avec notre collègue Hugono. Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, cette année, la marque Lexus célèbre son 35e anniversaire. On est dans les anniversaires aussi dans l'émission, mais Lexus célèbre son 35e anniversaire au Canada. Est arrivé au Canada avec des véhicules de luxe qui ont perturbé l'industrie. Moi, j'ai essayé tout dernièrement la petite LS400. Je dis petite, elle n'est pas petite, mais un véhicule qui offrait quelque chose de complètement différent c'est un game changer. De qu'est-ce qu'on offrait sur le marché. Mais là, tu vas nous parler d'une Lexus, la SC 430, qui est un petit peu plus récente. Là. Oui, pour son premier cabriolet, Lexus n'a pas lésiné à la dépense. Tout ça pour se voir affublé quelques années plus tard du titre de pire voiture de l'histoire. Que s'est-il passé ? Bon, dans quel contexte qu'on a développé ce sublime cabriolet là, chez Lexus? La première génération de coupés Lexus, les SC300 et SC400, s'était raisonnablement bien vendu, mais il restait des modèles basés sur les Toyota Soarer japonaises. Pour la seconde génération, baptisée Z40, il était important de créer une vraie Lexus. Dès le début du projet, en 1996, il est pris la décision de faire de la SC un coupé cabriolet avec un toit rigide rétractable. Ce type de carrosserie, qui commence à être populaire en Europe à ce moment grâce à la Mercedes-Benz SLK, ne date pourtant pas d'hier. Les premiers cabriolets à toit rigide furent commercialisés par Peugeot au milieu des années 30 et Ford produira ses modèles Skyliner de 1957 à 1959. Étonnamment, la première interprétation moderne du coupé cabriolet viendra de Toyota en 1989, déjà sur la Soarer. Dénommé Aerocabine, ce modèle ne sera fabriqué qu'à 500 exemplaires. L'équipe de design, basée en Europe et dirigée par Sotiris Kovos, part sur la Riviera française, rien de moins, pour étudier ses yachts et son style de vie. Mais ce sont surtout de nombreuses heures en soufflerie qui finiront d'achever les lignes de la SC. Parce que son ingénieur en chef, Yasushi Nakagawa, la veut fidèle à la tradition Lexus, c'est-à-dire silencieuse. Et ce, même si son toit est baissé. Sur ce point, c'est une réussite, car le CX n'est que de 0,29. On connaît Lexus, hein, c'est synonyme de silence de roulement, puis c'est pas étonnant qu'on ait cette exigence-là pour ce véhicule à cette époque-là. Les spécifications techniques, ça a l'air de quoi pour la SC430? L'auto reçoit ce que Toyota a de mieux dans sa bogue d'organes. Le V8 3UZ FE de 4,3 litres avec calage variable des soupapes, 300 chevaux et 325 livres-pieds de couple, provenant de la Lexus LS 430. Boîte automatique à 5 rapports avec contrôle par intelligence artificielle, déjà. Oh, wow. Suspension à double wishbone à l'avant et multibras à l'arrière. Toit rétractable en aluminium disparaissant en seulement 25 secondes. Lexus précise que la SC430 n'embarque pas moins de 22 microprocesseurs pour contrôler le véhicule. La SC réalise le 0 à 100 en 6,5 secondes. L'équipement de série est complet, cuir, finition en bois d'érable, GPS avec écran tactile, système audio Mark Levinson à 9 haut-parleurs de 440 watts, siège chauffant avec support lombaire adjustable, etc. etc. Bien garni comme véhicule. Tout garni. Comment ça se passe, le démarrage de la voiture? Les ventes américaines des 2 premières années sont bonnes. 14 333 exemplaires en 2001, 14 462 en 2002. Mais elle chute rapidement ensuite. Il faut dire que la SC a en face la nouvelle Mercedes SL, la sexy Jaguar XK8, la rageuse Maserati Spider ou l'incontournable Porsche 911. Toutes des autos avec une image bien plus forte. Et s'il y a une chose qui compte par-dessus dans ce segment, c'est bien l'image. Ouais. Mais Lexus persistera jusqu'en 2010, les ventes étant alors extrêmement discrètes, 328 exemplaires.
Aux États-Unis, son principal marché, elle aura été écoulée à près de 70 000 exemplaires en 10 ans. Partout ailleurs, elle connaîtra une carrière très confidentielle, moins de 2500 exemplaires au Canada, moins de 5500 en Europe et moins de 4000 exemplaires au Japon. En termes de prix, la Lexus est pourtant raisonnablement positionnée face à ses concurrentes. 84 000 $ canadiens contre 116 500 pour la SL, 95 950 pour la XK8 et 132 125 $ pour la Spider, tarif de 2002. C'est le prix de l'image. Hein? Ça encore et toujours, parce que le véhicule, à cette époque-ci, on associait encore beaucoup Lexus à Toyota, puis il y avait cette image-là qui collait. Les évolutions à travers le temps là, pour la SC430? Après un lancement en fanfare, Lexus ne semblera pas trop s'intéresser à la SC430, qui ne connaîtra que très peu d'évolution au cours de ses 10 années de carrière. Les plus notables arrivent pour le millésime 2006. Les faces avant et arrière sont très légèrement restylées. Un aileron arrière apparaît, les roues sont modifiées, la boîte automatique reçoit un 6e rapport, le moteur passe à 288 chevaux et 317 litres-pieds de couple, et le Bluetooth est installé. De 2004 à 2009, Lexus commercialisera une série spéciale Pebble Beach en collaboration avec la Pebble Beach Company, justement. Si on veut s'associer avec l'image riche, il faut s'associer avec Pebble Beach. Et oui, cette compagnie qui est en charge de gérer les différentes propriétés de cette région extrêmement huppée de Californie. Les modifications se limitent à des teintes intérieures et extérieures spécifiques et un logo Pebble Beach. Lexus en vendra un nombre limité chaque année, 400 en 2004, 600 en 2005, 500 en 2006, 400 en 2007, 360 en 2008 et 300 en 2009. Lexus livrera au Japon seulement une édition Eternal Jewel Edition limitée à 200 exemplaires pour marquer la fin du modèle. La SC430 ne connaîtra pas de remplaçante directe. Bon, là, tu as dit juste en entrée de segment là, que la SC430 avait le titre de la pire voiture du monde. Comment elle a hérité de ce titre-là? Alors, en 2012, Top Gear, la fameuse émission anglaise, produit un DVD hors série baptisé The Worst Car in the History of the World. Ouf. Jeremy Clarkson et James May, après avoir essayé quelques horreurs sur roue, décrètent que la SC430 est la pire voiture de l'histoire. Ils lui reprochent des lignes hideuses, plus Buick Riviera que Riviera selon Clarkson, une direction pas communicative et une tenue de route, je cite, absolument diabolique selon James May. Alors, la SC430 est-elle la pire voiture du monde ? Bien sûr que non. N'importe quelle auto produite dans le bloc soviétique est 10 ou 100 fois pire. Mais le point que les présentateurs de Top Gear font avec une mauvaise foi qui leur est coutumière est que la Lexus aurait dû faire mieux. Le style aurait dû avoir plus de caractère, la tenue de route aurait dû être plus incisive et l'auto dans son ensemble aurait dû avoir plus d'aura. Mais ce que Clarkson oublie de préciser est que la SC430 n'a jamais été pensée comme une voiture de sport et qu'elle est bien mieux construite et plus fiable que toutes ses concurrentes allemandes, italiennes ou anglaises. Wow. À bon entendeur. C'est bien dit. Merci. En fait, ça n'a pas dû bien passer, ce titre-là au Japon chez Lexus, c'est très strict là, comme ça n'a pas dû rigoler fort. Ça n'a pas dû rigoler fort. Bon, merci les gars. Merci tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, on vous revient avec d'autres actualités, des essais et des exclusivités. Bonne semaine à tous. Salut. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.